J'ai le plaisir maintenant d'annoncer Monique Legrand-Laroche, inspectrice générale des armées, armement, ministère des Armées, qui va nous partager son expérience. Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre invitation à laquelle je suis très sensible. Je me suis toutefois interrogée sur la légitimité d'une intervention d'un représentant du ministère des Armées auprès de votre congrès. De prime abord, les liens entre nos deux sphères professionnelles me paraissaient ténus, voire totalement inexistants. Le domaine de l'actuariat et du militaire me pouvait sembler un peu hermétique l'un à l'autre. Toutefois, à y regarder de plus près, des similitudes apparaissent en termes d'enjeux et de méthodes de travail. L'acmé de cette analogie réside sans aucun doute dans les contraintes exogènes qui s'imposent à nous, et le thème même de votre congrès en est une preuve. Dans nos deux mondes, il est en permanence question d'évaluation de risques associés à la survenue de situations. Pour réaliser cette analyse et prendre les décisions qui s'imposent, nous devons de la même façon envisager différents scénarios, anticiper les effets de nos actions ou inactions et de l'activité de nos concurrents ou compétiteurs, examiner les données disponibles, peser en permanence les coûts et avantages des résultats envisagés. Cette nécessité d'évaluer, maîtriser et gérer le risque est d'un des savoir-faire reconnus de la Direction générale de l'armement, institution que j'ai eu la chance et le plaisir de servir pendant près de 30 ans, dont une très grande partie dans le domaine aéronautique. Forte de ses 10 000 personnels répartis sur une vingtaine de sites, la DGA a 3 missions principales: équiper et soutenir les forces armées, préparer l'avenir des systèmes de défense français et promouvoir les exportations de l'industrie française de défense. Pour donner une idée du volume de son activité, en 2024, la DGA a passé près de 17 milliards d'euros de commandes aux entreprises de défense et payé plus de 21 milliards d'euros. Ainsi donc, pour vous les actuaires et pour moi, ingénieur du ministère des Armées, les enjeux de maîtrise et gestion du risque sont au centre de notre activité, au cœur du réacteur. Nous devons prendre en compte l'environnement économique, écologique, politique, culturel, national et international qui fixe les hypothèses déterminantes. Le ministère des Armées doit s'adapter en permanence pour remplir ses missions de protection et de défense de notre territoire national et de notre population. Et surtout, plus que subir et digérer ces évolutions, il doit anticiper ces changements et leurs conséquences. Nous entendons continuellement dire que le monde change. Cela a toujours été vrai, mais il y a aujourd'hui clairement une accélération de ce rythme. Après une période simple pour notre vision occidentale, depuis la chute du mur de Berlin, la situation est devenue de plus en plus complexe ces dernières années. Pour illustrer l'instabilité et la fragmentation de notre monde actuel, et sans entrer dans les détails des conflits que vous connaissez certainement, il suffit de faire un rapide tour d'horizon. À l'Ouest, on va commencer par lui, la réélection du président Trump accentue des bouleversements idéologiques et économiques. Le pivotement des États-Unis de la menace russe vers la menace chinoise, déjà sensible avec le président Obama comme avec le président Biden, connaît une accélération imprévue. Ce regain de l'imprévisibilité de notre allié américain entraîne un questionnement quant à la pérennité des alliances militaires historiques et une inquiétude des nations européennes. Alors que la plupart des nations européennes ont fait le choix de confier leur défense à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ils se sentent démunis si demain les États-Unis fragilisent cette protection otanienne, soit par leur déclaration, soit par leur retrait. La France est moins ébranlée par cette perspective, car notre stratégie a toujours été fondée sur la possibilité d'un retrait de la protection fournie par les Américains et le souhait du général de Gaulle de doter la France d'une capacité de dissuasion nucléaire était clairement fait pour répondre à cette problématique. Au Nord, l'arrivée aux affaires de l'administration Trump a des effets parfois surprenants. Comme le président de la République l'a relevé en mars dernier, qui aurait pensé, il y a encore un an, que le Groenland serait au centre des débats politiques et stratégiques ?
Cette volonté d'annexer le Groenland illustre la compétition économique fondée sur la limitation de nos ressources naturelles. Après la compétition du XXe siècle liée aux énergies fossiles, le XXIe siècle connaît celle pour les métaux rares. La supériorité des États qui en disposeront librement explique les luttes pour leur exploitation. Parallèlement, l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 a conduit la Suède et la Finlande à rejoindre l'OTAN, transformant la mer Baltique en région otanienne. Cette zone offre alors des exemples concrets d'actions désinhibées, comme les sabotages visant les gazoducs ou les câbles sous-marins, ou encore le déploiement de plus ou moins discrets de navires en fonction des velléités d'espionnage ou de démonstration de force des États qui les commanditent. À l'Est, la guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans et a déjà entraîné près d'1 million de morts et de blessés. La haute intensité du conflit ne baisse pas, comme la formidable résilience du peuple ukrainien. Dans le même temps, et au-delà de tentatives malheureusement parfois réussies de manipulation des opinions occidentales et africaines, la Russie s'est pleinement engagée dans les nouveaux espaces de confrontation que sont le cyberespace et l'espace exo-atmosphérique. De plus, Moscou consolide ses relations avec l'Iran et la Corée du Nord et s'assure du soutien de la Chine, qui, de son côté, conserve des visées hégémoniques sur la zone Indo-Pacifique, jusqu'à essayer de mettre en œuvre une politique de déni d'accès en mer de Chine. En Asie du Sud, le contentieux historique entre l'Inde et le Pakistan fait alterner les périodes de tensions latentes et de crises violentes, comme l'ont encore illustré les affrontements militaires et échanges de tirs dans le Cachemire indien en mai dernier. La Russie et la Chine utilisent les pays dits du Sud global pour contester la domination des États occidentaux, et tout particulièrement des États-Unis. Elles affichent par exemple la volonté de mettre en place un modèle financier alternatif pour contourner le dollar ou le FMI. Ces nations veulent corréler leur influence politique avec leur poids démographique. Elles ne veulent plus que le monde soit divisé en 2 camps, pour les États-Unis, donc contre la Russie ou la Chine, ou contre les États-Unis, et donc pour la Russie et la Chine. Au sein de ce Sud global, il n'y a toutefois pas de véritable alignement, comme l'atteste par exemple la forte rivalité entre l'Inde et la Chine. Quant au Sud, justement, l'enchevêtrement et l'enlisement des conflits compromettent l'assainissement à court terme de la situation. De la position d'Israël concernant la Cisjordanie et la bande de Gaza, aux opérations de déstabilisation menées dans nos outre-mer depuis certains pays du Caucase, en passant par la mer Rouge et les perturbations du trafic maritime par les Houthis, ou par le Maghreb, au sein duquel les relations diplomatiques entre les pays se dégradent, les sujets d'attention, sinon d'inquiétude, sont nombreux. Même s'il fait moins parler de lui dans nos journaux télévisés, le djihad islamiste se renforce dans la bande sahélo-saharienne depuis le départ des forces françaises. Et l'actualité récente entre l'Iran et Israël vient nous rappeler, s'il en était besoin, la tension qui existe dans cette région. L'interdépendance profonde entre scènes nationales et internationales dans les domaines politiques, économiques, énergétiques ou encore alimentaires impacte la sécurité de notre territoire et de nos concitoyens, et quelques événements récents nous le rappellent cruellement. Le risque terroriste persiste, ainsi que l'attestent les 9 attaques déjouées en 2024 et les 4 attaques malheureusement réussies en 2025. Les tentatives de déstabilisation se multiplient, comme il n'y a pas 3 semaines, avec les dégradations du mur des Justes au mémorial de la Shoah. Simultanément à l'intensification de ce désordre international, la brutalité et la violence des actions ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, le droit international, les alliances et traités sont de plus en plus souvent remis en cause, parfois même par les puissances qui les ont instaurés, et les démonstrations militaires ou menaces de guerre économique prennent le pas sur les discussions diplomatiques. Ce durcissement du contexte stratégique est d'autant plus inquiétant qu'il s'accompagne d'un mouvement global de réarmement des États. Des puissances rivales ou adversaires investissent dans leur défense plusieurs fois les montants que nous consacrons à la nôtre, et je vais vous citer quelques chiffres dont je pense que vous devez être friands pour l'illustrer. Concernant la République populaire de Chine, pour la 32e année consécutive, elle a fait part en mars dernier de son intention d'augmenter ses dépenses militaires en 2025 en les portant à environ 230 milliards d'euros. En 10 ans, Pékin a augmenté son budget militaire de plus de 50%, traduisant à la fois une modernisation rapide de son armée et une adaptation à son ambition stratégique globale.
Le budget de la défense chinois reste certes 3 fois inférieur à celui de Washington, mais ses efforts financiers lui permettent notamment de mettre à l'eau tous les 4 ans l'équivalent en tonnage de la flotte française et de doubler son arsenal d'ogives nucléaires entre 2019 et 2024, passant de moins de 300 à 600 ogives, visant 1000 ogives d'ici à 2030. Cette dynamique se constate également en Turquie, où les dépenses de défense ont augmenté régulièrement ces dernières années. Le budget alloué à la défense et à la sécurité pour 2025 serait de 43 milliards d'euros, ce qui représente les dépenses les plus élevées de son histoire, une augmentation de 17% par rapport à 2024. Concernant la Russie, la guerre menée en Ukraine a profondément transformé ses priorités budgétaires. L'investissement de défense de Moscou est passé d'environ 50 milliards d'euros en 2020 à près de 135 milliards d'euros en 2024, soit un quasi-triplement du budget en moins de 5 ans. Le pays consacre désormais plus de 6% de son PIB à sa défense. En 2025, la Russie continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin et prévoyant d'ici 2030 d'accroître encore son armée avec 300 000 soldats, 3 000 chars et 300 avions de chasse supplémentaires. Par conséquent, en raison de ce que d'aucuns appellent l'affolement du monde, nous devons impérativement disposer d'une défense nationale solide, cohérente et réaliste. Certes, nous avons l'armée la plus efficace d'Europe. En plus d'être dotée d'une force nucléaire stratégique et d'environ 200 000 personnels militaires, dont près de 30 000 sont actuellement engagés dans diverses missions à travers le monde, la France dispose d'un modèle d'armée complet et équilibré et technologiquement avancé, avec des équipements de pointe qui comptent parmi les plus modernes du continent, notamment plus de 230 avions de chasse Rafale, 25 avions de transport A400M, des véhicules blindés, un porte-avions, des frégates et 9 sous-marins. Dernière précision sur la physionomie de l'armée française, sachez qu'elle est la 4e armée la plus féminisée au monde, avec 17% de femmes militaires. Les quotas fixant le recrutement annuel des femmes dans les armées ont été supprimés en 1998 et depuis, tous les métiers militaires sont ouverts aux femmes, y compris dans les sous-marins depuis 2022. Malgré une sous-représentation encore marquée dans certaines unités, parfois due à la persistance d'idées stéréotypées et rétrogrades constatées chez certains hommes. Pour maintenir ce niveau d'excellence, nos armées doivent s'interroger continuellement quant à la capacité de nos outils de défense nationale. À cette fin, un travail d'identification, de recensement et d'analyse des enjeux et menaces auxquels notre pays est confronté est mené de façon récurrente. Le résultat de cette réflexion indispensable et déterminante prend la forme d'un livre blanc ou d'une revue stratégique. Le premier livre blanc sur la défense date de 1972 et des actualisations périodiques ont été réalisées en 1994, 2008 et 2013 pour suivre les évolutions géostratégiques mondiales. Ont notamment été prises en compte la consolidation des forces conventionnelles au cours de la guerre froide, la chute du mur de Berlin en 1989, le processus progressif de construction de l'Union européenne, la rejointe du commandement intégré de l'OTAN en 1995, la suspension du service militaire et le passage à une armée de métier avec ses conséquences structurantes sur le dimensionnement des forces sur notre territoire. Les effets des attentats du 11 septembre 2001 qui ont gommé les frontières entre les notions de défense et sécurité des nations. La cure d'austérité associée à ce qu'on appelait les dividendes de la paix, engendrée par la révision générale des politiques publiques en 2008, avec son lot de coupes budgétaires sur les matériels, la suppression de 46 000 postes militaires et la fermeture d'implantations. L'explosion des cybermenaces dans les années 2010, ou encore le renfort de la posture de protection nationale après les attentats de 2015, marquant la fin des déflations d'effectifs de nos armées, l'amorce de la remontée des moyens et la création de la force Sentinelle. En 2017, l'exercice de révision a été plus souple et a donné lieu à une revue stratégique de défense qui a été actualisée en 2021 pour prendre en compte les enseignements tirés de la pandémie de la Covid-19 et développer davantage les notions de résilience et de désinformation. Et en 2022, le conflit en Ukraine a marqué le retour de la guerre de haute intensité sur le continent européen. Ce type de conflit se caractérise par des affrontements particulièrement violents dans plusieurs dimensions simultanées, terrestres, maritimes, aériennes, cybernétiques et informationnelles, qui mobilisent totalement
les moyens militaires, humains et matériels. Les belligérants utilisent toutes les ressources pour faire plier leurs adversaires. Dans ce contexte, une revue nationale stratégique en 2022 a synthétisé les objectifs pour la défense française. Lors de ses vœux aux armées en janvier dernier, le président de la République a demandé une mise à jour anticipée de la revue nationale stratégique courant 2025. Vous aurez donc noté en réponse à cette accélération, le rythme de mise à jour des revues stratégiques s'est lui aussi intensifié, passant d'un livre blanc tous les 10 ans à une revue stratégique triennale en moyenne. En France, un des corollaires de l'autonomie stratégique est la transformation de notre outil industriel, et notamment de la base industrielle et technologique de défense, que nous appelons la BITD. Il ne vous aura pas échappé que les militaires sont férus d'acronymes. Ce vocable BITD désigne en France une dizaine de grands maîtres d'œuvre industriels, Airbus, Dassault Aviation, Naval Group, MBDA, Nexter, Safran et Thales, et plus de 4000 entreprises, majoritairement des PME, irriguées par la commande publique nationale et l'export, et dont l'activité industrielle de défense mobilise 200 000 emplois directs et indirects, de haute technicité, répartis sur tout le territoire et par nature peu délocalisables. Ces entreprises ont un besoin de visibilité financière à long terme, et ça se trouve en partie satisfait par le vote de loi de programmation militaire. Le dernier maillon d'un chaînage cohérent et vertueux après l'analyse des menaces et la définition des ambitions stratégiques, les lois de programmation militaire définissent la programmation financière pluriannuelle associée aux objectifs de la politique de défense française. Cette logique de planification s'est imposée dans les années 60 pour s'affranchir des contraintes de l'annualité budgétaire, car les investissements de défense s'inscrivent dans un temps long et nécessitent donc la pluriannualité des crédits. Initialement focalisés sur les grandes dépenses d'investissement, essentiellement sur les programmes liés à la dissuasion nucléaire, les lois de programmation militaire ont progressivement étendu leur périmètre à l'ensemble des dépenses du ministère des Armées, dont celles de fonctionnement et de rémunération, entraînant de fait une inflation de leur volume. En 1970, la troisième loi de programmation militaire tenait 3 articles. La dernière, pour les années 2024-2030, en avait 71. Cette 14e loi de programmation militaire est parfaitement cohérente avec le thème de votre séminaire, puisqu'elle est dite de transformation. Avec cette trajectoire à 413 milliards d'euros courants de besoins programmés, elle représente une augmentation de 40% par rapport à la précédente. Et elle visait à réparer les armées, notamment en renouvelant les capacités opérationnelles, en accélérant la modernisation des équipements et en améliorant la condition des personnels militaires. Le terme « réparation » illustre l'inversion de la tendance baissière observée sur l'effort de défense depuis la fin de la guerre froide, qui, couplée avec l'augmentation du coût des matériels militaires, avait conduit à un rétrécissement du format de nos armées. Cette loi de programmation a été anticipée par rapport au calendrier initial pour prendre en compte les premiers retours d'expérience de la guerre en Ukraine, comme la nécessité d'acquérir plus de drones et de munitions, l'importance structurelle de la défense solaire, l'impératif de l'innovation. Pour réaliser cela, cette loi prévoit que le budget de la défense augmente de plus de 3 milliards d'euros tous les ans pour atteindre 67 milliards d'euros en 2030 et que l'effort de défense soit porté à 2% du produit intérieur brut entre 2025 et 2027. Il faut rappeler que nous n'avions pas atteint 3% de notre PIB pour la défense depuis 1989. Les problématiques de soutenabilité financière du modèle s'opposent et nos entreprises de la BITD ont besoin, pour répondre aux besoins des armées, de fonds propres. Le secteur de la défense présente des spécificités structurelles qui complexifient son financement. Durée des programmes, contrôle des exportations, risques spécifiques, place particulière de l'État dans la vie des entreprises de défense, comme actionnaire, client et régulateur, qui contraint la liberté d'action des investisseurs, aussi bien en gestion d'entreprise qu'en liquidité des actifs. Il faut porter une attention toute particulière à la prise en compte de critères extra-financiers pour assurer la pérennité de nos acteurs de la défense. L'exclusion de certaines activités pourrait générer un rationnement des financements pour les entreprises concernées, entravant d'autant plus leur développement et leur capacité d'exportation. Or, pour les entreprises de défense, cette capacité n'est pas neutre. En 2024, les exportations d'armements français ont atteint 18 milliards d'euros, ce qui illustre la forte attractivité des équipements français sur le marché international
et l'excellente réputation de notre industrie de défense. Un vrai travail pédagogique dans la durée est donc à mener, en particulier pour lutter contre le développement de pratiques des discours d'exclusion a priori et par principe de l'industrie de défense en raison de la nature de son activité. Les PME sont tout particulièrement vulnérables sur cet aspect, ne disposant pas de la solidité économique et de la viabilité financière des grands groupes. Il ne s'agit évidemment pas d'exempter les entreprises de l'armement de la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais simplement de les évaluer à l'image de celles des autres secteurs sur la façon dont elles intègrent ces problématiques. Par un dialogue plus ouvert et une meilleure compréhension mutuelle, les investisseurs institutionnels, fonds et assurances doivent continuellement être incités à participer aux initiatives de financement de la BITD qui prend part à la défense de notre société démocratique. En Europe, la France n'est pas l'exception en termes d'accroissement des dépenses de défense. De manière générale, les dépenses militaires sont en augmentation dans l'Union européenne, faisant de fait bénéficier les investisseurs d'une nouvelle opportunité de long terme. Entre 2021 et 2024, les dépenses de défense totales des États membres de l'UE ont augmenté de plus de 30%. En 2024, elles ont atteint quelques 326 milliards d'euros, soit près de 2% du PIB. La Finlande et la Pologne ont accru leurs dépenses de défense de 182% entre 2014 et 2024, leur proximité géographique avec la Russie n'étant pas totalement étrangère à cette accroissance. Le cas de l'Allemagne est encore plus parlant. En 2024, ce pays a été l'État membre de l'UE ayant consacré le montant le plus élevé aux dépenses de défense. Le budget allemand de la défense dépassait les 50 milliards d'euros et a été complété par 20 milliards d'euros provenant d'un fonds extraordinaire financé par la dette. Ce fonds, créé en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, visait à remettre à niveau l'armée allemande avec un programme de rééquipement majeur au profit de la Bundeswehr après 30 années de déflation militaire. Dans la continuité de la politique dite de Zeitenwende, c'est-à-dire changement d'époque, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a indiqué vouloir encore augmenter le budget annuel de la défense de l'Allemagne à partir de 2025. Et pour cela, il a été révisé les règles fiscales pour permettre une augmentation significative de ses dépenses militaires, tout en mettant en place un fonds spécial de 500 milliards d'euros pour financer des projets d'infrastructure au cours des 12 prochaines années. En parallèle de ces initiatives nationales, l'Union européenne, qui à l'origine n'avait pas de droit particulier dans le domaine de la défense, a intensifié ses efforts pour soutenir cet élan de réarmement. Désormais, les dispositifs de financement européen pour les équipements de défense ont permis une hausse massive des investissements dans le domaine de la défense en Europe, en particulier avec la création d'un instrument appelé SAFE, qui autorise la Commission à lever jusqu'à 150 milliards d'euros sur les marchés de capitaux pour les prêter aux États membres afin de leur permettre d'accroître leurs investissements dans le domaine de la défense de manière rapide et significative au moyen d'acquisitions conjointes et en priorisant ces acquisitions au sein des entreprises de l'Union européenne. Ces outils pourraient servir au financement des programmes d'armement menés en coopération, tels qu'ont pu l'être l'hélicoptère Tigre ou les frégates multimissions, par plusieurs pays de l'Europe. Ces coopérations présentent de nombreux avantages significatifs. L'extension des chaînes de production industrielles pour faire face à des commandes agrégées, donc logiquement plus volumineuses que celles générées par la demande nationale d'un seul État, permet des économies d'échelle grâce à la mutualisation des coûts et des risques financiers et par conséquent la baisse des coûts unitaires. Cette logique peut également s'étendre au domaine du maintien en condition opérationnelle, ce qui n'est pas négligeable lorsque l'on sait que plus de 70% du coût d'un matériel sur son cycle de vie complet provient de sa période d'utilisation. De plus, en ayant défini ensemble les missions à remplir, les besoins que l'armement doit satisfaire et ses spécifications techniques, les pays européens acquièrent une meilleure connaissance mutuelle, favorisant l'interopérabilité tant recherchée. La presse se fait souvent l'écho des dérives calendaires et budgétaires de certains programmes d'armement menés en coopération, comme l'avion de transport A400M par exemple, remettant en cause le bien-fondé de ce principe. En fait, ces difficultés doivent nous servir. Nous devons les analyser sans hypocrisie et avec pragmatisme pour en tirer les leçons. Grâce à ce retour d'expérience, nous pourrons ajuster les modalités de la coopération
comme les instances de gouvernance, et gagner en efficience. Ainsi, s'il est évident que tous les pays n'ont pas l'obligation de coopérer dans tous les domaines et sur tous les programmes, elle reste à encourager. Cette coopération en matière d'armement permettrait de renforcer la BITD européenne en abandonnant la logique simpliste de retour géographique et en définissant une politique industrielle européenne efficace. La BITD européenne réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 70 milliards d'euros et emploie environ 500 000 personnes. Mais face aux menaces décrites et aux ambitions stratégiques des forces armées qui en découlent, la remontée en puissance de la capacité industrielle ne suffit pas. Comme l'a indiqué le président de la République dans sa déclaration sur la guerre en Ukraine et l'Europe de la défense en mars 2025, les décisions politiques, les équipements militaires et les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'armes d'une nation. En d'autres termes, les transformations indispensables à l'efficacité pérenne des forces armées françaises nécessitent également, et peut-être même surtout, que les citoyens français soutiennent ce mouvement. Il est donc fondamental et indispensable de rassembler et fédérer les Français autour de la notion de défense de la nation, sans tenir un discours alarmiste et encore moins extrémiste, mais en présentant simplement et factuellement la situation pour leur faire comprendre les nécessités d'engagement qui s'imposent aujourd'hui à chaque citoyen. C'est certainement ce changement d'état d'esprit qui est le plus délicat à opérer. Cet engagement au service de la défense peut prendre différentes formes selon les capacités et aspirations de chacun. En premier lieu, nos armées ont besoin de femmes et d'hommes pour remplir leur mission. Pour cela, le ministère doit recruter. Or, dans les secteurs techniques, vu les montants financiers en jeu, secteurs privés et publics sont souvent en compétition. Les industriels peinent à trouver des personnels qualifiés, notamment dans les nouveaux secteurs technologiques de pointe, et les ingénieurs et les techniciens sont des denrées rares que tout le monde s'arrache. Pour gagner cette course au recrutement, le ministère doit améliorer son attractivité et fidéliser ses personnels en achevant rapidement la transformation de ses méthodes de travail. D'autres formes d'engagement existent, et parmi elles la réserve, qui autorise les personnes ayant déjà un emploi dans le service civil à servir les armées quelques jours ou quelques semaines par an. Aujourd'hui, le nombre de réservistes atteint 84 000 et la LPM prévoit une cible d'un réserviste pour 2 militaires d'active à l'horizon 2035, soit 100 000 réservistes environ. Au-delà de servir son pays, cette formule permet de s'ouvrir à d'autres horizons, de rencontrer des personnes passionnées et un monde qui communique beaucoup mais reste finalement confidentiel, de travailler sur des domaines passionnants, des projets fédérateurs qui s'inscrivent dans le temps et qui ont du sens. Aussi, n'hésitez pas à vous engager dans la réserve des armées ou dans celle de la DGA. Ces différents modes d'échange entre les civils et militaires, s'ils sont nécessaires, ne sont pas suffisants et ne doivent pas être considérés comme la seule voie pour développer la résilience des citoyens. Cette résilience se constitue jour après jour, comme l'on emmagasine des réserves d'énergie, de patience et de volonté pour avoir la force de supporter les événements. Actuellement, nous avons beaucoup d'exemples de peuples éprouvés par les guerres ou les catastrophes naturelles dont le courage force notre admiration et nous impose l'humilité. Comment réagirions-nous à leur place ? Sans aller jusqu'à ces situations extrêmes et catastrophiques, nous devons nous interroger sur notre capacité à résister, puisque c'est bien de cela que testent certaines grandes puissances. Un des contributeurs à cette résilience repose sur le sujet de l'information, qui dans nos sociétés a pris une telle ampleur qu'il touche directement chacun d'entre nous. Aujourd'hui, la question n'est plus de pouvoir s'informer, puisque nous n'avons jamais eu autant accès à un tel volume d'informations, aussi facilement, aussi rapidement, mais de savoir s'informer. Grand bienfait des nouvelles technologies, cet accès à l'information ne doit pas devenir une des causes de notre perte, car il présente 3 risques majeurs qui peuvent se cumuler. La saturation, générée et entretenue par les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu, faisant la course au sensationnel. Le bruit généré par le bombardement informationnel empêche la prise de recul et favorise les conditions de réalisation du deuxième risque, la désinformation, qui nous impose de savoir faire le tri. Le phénomène s'amplifie encore avec les technologies d'intelligence artificielle, dont les créations sont d'un réalisme toujours plus confondant. La diffusion massive des outils génératifs peut altérer la perception de la réalité par les citoyens et mener au troisième risque, la subversion, qui vise à répandre des informations démoralisantes sur le territoire de l'adversaire dans le but de déconsidérer les élites. La subversion a des effets négatifs et durables sur le fonctionnement de la démocratie. Pour résister à ces menaces, les citoyens n'ont qu'une possibilité, se former pour apprendre à reconnaître le faux du vrai et à déceler les influences des puissances extérieures.
C'est à cette condition que l'État pourra résister à ce que l'on nomme l'ingérence numérique étrangère, et dans cette lutte, nous avons tous un rôle à jouer. Ainsi donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai rapidement présenté, le contexte sécuritaire international évolue à la vitesse de la circulation de l'information. Les menaces de tout type se multiplient et se superposent en tout lieu du globe et deviennent multidimensionnelles, permanentes et protéiformes. La France, depuis 2015, a entrepris un mouvement de réarmement au sens strict du terme. Au-delà de nos forces armées et de nos industriels de défense, ce réarmement concerne toute la nation et sa capacité à faire face, sa force morale. Toute la présentation que je viens de vous faire pourrait se résumer en ces quelques mots que nous devrions tous méditer. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Je vous remercie.